Nous allons aborder à l'occasion de cette étape du BIM Tour, à présent, la question de la rénovation par l'entremise du BIM. Et dans le cas qui va nous intéresser, l'utilisation du BIM de façon à disposer ensuite pour le gestionnaire des bâtiments, des informations qui vont être très utiles pour la maintenance, pour la gestion, pour l'entretien des bâtiments. Donc c'est le grand enjeu de cette rénovation qui s'est déroulée en Moselle, c'est ça, Amnéville à Gondange. Johan Collin. Bonjour à toutes et tous, je suis Johan Collin, chargé de programme immobilier chez Mosellis, donc bailleur social implanté à Metz sur tout le territoire de la Moselle, sur environ 136 communes. Et depuis le 1er septembre, après la fusion avec l'OPH de Thionville-Porte-de-France, notre patrimoine s'élève à 15 000 logements sur l'ensemble de la Moselle. Et là, l'objet de cette réhabilitation, c'était 392 logements sur 2 communes, Amnéville et Agondange. Ça représente quand même 6 sites, 4 sites sur la commune d'Amnéville et 2 sur Agondange, et 22 bâtiments en tout. C'est pas rien, et c'est ça, c'est la distribution en fait dans 22 bâtiments qui va rendre quand même l'opération complexe à concevoir déjà, et avec une grande diversité d'appartements à l'intérieur. C'est des appartements qui ont été construits à peu près à la même époque. C'est ça. Mais par contre, forcément, le temps aidant, les personnes les ont aménagés différemment, ont fait ou n'ont pas fait de travaux. Il y a vraiment une situation très, très diverse. Oui, c'est ça. Oui. En fait, ça a amené à une visite spécifique de chaque logement. C'est dans le cadre d'une expérimentation avec un accord du PUCA, qui est une agence interministérielle montée à la fin des années 90 par l'État. Pendant 1 an, on a lancé tous les diagnostics amiantes, les bilans patrimoine habitat, les audits énergétiques. On a monté le programme jusqu'à la consultation. Et dans ce cadre-là, on a pu, dans le cadre de la commande publique, on a pu déroger à un article qui nous a permis de solliciter uniquement des membres lauréats du PUCA également. C'est bien une expérimentation. Alors, avec 2 objectifs quand même, qui étaient évidemment l'amélioration des conditions de vie, mais surtout de la thermicité des bâtiments. On parle beaucoup de précarité énergétique. On sait chez les bailleurs sociaux, quand les bâtiments sont mieux isolés, on a un meilleur taux de paiement. Il y a moins de défauts de paiement. La vacance est moindre. Voilà. Il y a une vacance moins longue également. Et puis, avec l'idée derrière de pouvoir administrer, entre guillemets, ces bâtiments de façon beaucoup plus documentée, avec toutes les informations sur les équipements. L'objet de l'expérimentation, ce n'était pas de la conception, mais on était plutôt à la fin du projet. C'était un rendu DOE numérique. Donc avec la fourniture en livrable de toutes les maquettes de tous les bâtiments. Et avec chaque élément dans le cadre des travaux a été mis dans cette maquette. Voilà, on s'est juste arrêté à tout ce qui avait été fait dans le cadre des travaux. Marion Collin-Laheurte, vous êtes donc architecte à l'atelier du Rempart. Architecte et gérante de l'atelier du Rempart. Et gérante, ça vous fait un gros dossier parce que 22 bâtiments avec à l'intérieur donc plus de 300 logements, quasiment 400 logements, c'est un gros chantier. Écoutez, l'atelier du Rempart travaille depuis fort longtemps sur les sujets de réhabilitation. On a plus de 1500 logements réhabilités derrière nous. Et donc, c'est pour ça que l'entreprise générale qui nous a sollicité, puisque c'est un concours de conception-réalisation, donc où l'entreprise générale est mandataire du groupement, qui nous a sollicité pour notre compétence sur le sujet. Et puis, l'entreprise savait que depuis 2016, l'agence, en fait, on est une petite agence locale, on n'est pas petite. On est maintenant 8 personnes, mais on n'est pas une grosse agence. On est une agence qui est sur Maxéville, dans l'agglomération nancéenne, mais qui a décidé en 2016, sous l'impulsion de mon prédécesseur, Claude Micheli, qui a pris sa retraite, d'investir dans l'outil BIM. Nous, on s'est lancé dans la démarche en investissant lourdement dans un logiciel et en formant l'ensemble des membres à la démarche. C'est-à-dire qu'à partir de 2018, plus aucun projet ne s'est fait sans passer par ce logiciel, qu'il soit BIM ou pas. C'est-à-dire qu'au minimum, on fait du BIM niveau 1, c'est-à-dire qu'on fait tous nos projets en maquette numérique. Voilà.
Donc l'outil et la formation, c'est vraiment les deux pieds sur lesquels il faut s'appuyer pour bien démarrer dans le BIM. On l'a dit dans la précédente table ronde, mais vous le confirmez, c'est vraiment avoir l'outil qui convient à ce qu'on a besoin de faire, évidemment, assez puissant pour pouvoir ne pas être limité, que ça fonctionne bien sur des machines qui soient suffisamment fluides. Et la formation, ça c'est important. Tout à fait. On a fait aussi le choix, puisqu'on a un petit peu emmené dans notre sillage le bureau d'études thermiques, qui pour lui, sur cette opération, c'était sa première opération en BIM, ils n'en avaient pas fait avant. Donc ils ont fait le pari de se former sur cette opération et de voir comment on pouvait travailler ensemble. Alors sur le même outil pour le coup. Je cite la marque juste, mais c'est pas pour faire de la pub, c'est juste pour expliquer la démarche. Donc on a ensemble travaillé sur Revit parce qu'en plus on avait la volonté de faire toutes les études thermiques en passant par la maquette. Et ce qui a été possible, et je laisserai Marion de Vianney du bureau d'études expliquer comment on a travaillé sur ces maquettes, ce qui nous ont permis d'être très efficaces lors du concours, parce qu'en fait, l'étude nous a permis de faire plusieurs scénarios et très vite savoir quelle était la bonne solution pour qu'en thermique, ça marche très bien sur les bâtiments. Alors justement, Marion Vanet, vous êtes un petit peu l'illustration de ces nouveaux profils qu'on voit arriver aussi dans les métiers du bâtiment, parce que vous êtes à la fois dans un DUT, vous avez également suivi une école d'ingénieur, le CNAM, hein, c'est ça, pour oui, c'est toujours être formé. Oui, c'est toujours en cours. Et là, vous, en même temps que vous continuez d'apprendre, vous êtes sur des dossiers bien concrets. Avec ma formation, je vois également différents points. Par exemple, dans notre cas, c'était Revit, donc j'ai suivi des formations au sein de l'entreprise et également en école. Et donc, grâce à ça, j'ai pu suivre donc le projet Mosellis et participer au niveau du BE Fluide et ELEC à ce niveau-là. Quel point de vigilance et quels aspects observer tout particulièrement concernant ce travail sur logiciel et avec cet angle thermique? Le gros point au niveau de la thermique, je pense, c'est la collaboration avec l'architecte. Il y a eu quand même un gros point de mise à jour au niveau de la maquette à faire, parce que les maquettes au niveau du rendu ne sont pas forcément les mêmes que le rendu demandé pour l'adapter au niveau du logiciel thermique. Et donc je sais qu'avec l'architecte, il y a eu un gros travail de collaboration à ce niveau-là. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a une manière de monter la maquette pour que les bonnes informations puissent être transmises dans les logiciels passerelles et qu'effectivement on puisse tirer les bons renseignements. C'est-à-dire qu'en fait, tous les points thermiques, etc., sont calculés. Et donc, il faut que la maquette soit très bien montée et parfaite pour que le résultat puisse être fait. Donc, ça demande effectivement d'être extrêmement rigoureux. Donc, en fait, il faut un personnel qui soit très rigoureux dans la manière de monter les maquettes. C'est pas compliqué, mais c'est une certaine rigueur qui fait qu'on a le résultat attendu et qu'on perd pas de temps. Karim Anamik, pour FH Construction, c'est vous qui finalement êtes interpellé par Mosellis. Vous avez, parce qu'il faut trouver voilà, des partenaires à travers un marché public, c'est FH qui va remporter donc le marché lancé par Mosellis, c'est bien ça? Voilà, c'est exactement ça. Et vous êtes donc le chef d'orchestre un petit peu de ces différents acteurs dont on vient déjà de parler. Il y avait notre architecte, notre client et bien sûr notre bureau d'études techniques. Avec ça, en fait, on a l'orchestre qui est aussi le BIM Manager. Il sert à quoi le BIM Manager pour qu'on comprenne bien sur un projet comme celui-ci? Ça sert à quoi? Alors, d'abord, la première chose, c'est la rédaction de la convention BIM. Donc, la convention qui va décrire d'abord les objectifs et les attentes de notre client. Ensuite, toutes les démarches qu'on doit suivre pour créer ce DO BIM et ainsi pour la mise en place, par exemple, des paramètres, des codifications et des livrables 2D. Alors, c'est la première fois que vous travaillez, bien qu'étant effectivement membre d'un grand groupe Eiffage, c'est la première fois que vous, en tout cas sur l'antenne régionale, vous travaillez sur un projet en site occupé. Parce qu'évidemment, là, les locataires restent dans les appartements qui sont rénovés. Voilà, avant les travaux, donc on fait des visites personnalisées pour chaque logement pour voir ce qu'on doit faire comme travaux. Ça aussi, en fait, c'était un petit peu compliqué pour nous d'identifier pour chaque appartement ce qu'on va changer. Ça veut dire de ce qu'on va intégrer aussi dans la maquette BIM. Et donc, c'était aussi un travail bien précis effectué par notre architecte et par notre bureau d'études. Alors justement, oui, Johan Collin. C'est une demande de Mosellis en fait qu'on a rajoutée au programme, hein, c'est que la gestion interface entreprise-locataire soit gérée par le concepteur-réalisateur. Donc ils ont dédié spécifiquement une personne qui s'occupait de ça pendant 14 mois.
Donc là, c'était un gain pour nous, je ne vous le cache pas, au niveau bailleur, de ne pas gérer tous ces rendez-vous. C'est énorme. Alors vous en parlez au passé parce qu'on vient de vous remettre les clés, entre guillemets, même si là, les locataires sont toujours dedans. En tout cas, on vous a remis le DOE au mois de septembre, donc c'est tout récent. Oui, c'est ça. Le DOE a été rendu. On a fait une grosse réunion au siège pour le rendu des 22 maquettes, donc qui finalise cette opération qui aura pris donc 4 ans. Voilà. Plus long que d'habitude ou pas? Franchement, non. Non. Non, parce que le 392 logements. Le groupement a géré en 18 mois les travaux, compris la Covid. On a mis 4 semaines à reprendre les travaux après le premier confinement. Au mois d'avril, on reprenait déjà le chantier. Pas toutes les entreprises, mais on a relancé tous les travaux extérieurs, puisqu'on ne pouvait pas aller à l'intérieur dans les logements. Mais on n'a pas trop perdu de temps, quoi. Ouais. Alors, on oppose souvent le BIM ou le numérique avec l'humain. Là, en l'occurrence, on l'a dit, c'est des travaux qui ont lieu en site occupé. Est-ce que là, le BIM est neutre, entre guillemets, ça ne change rien? Est-ce qu'il y a des avantages à travailler avec une maquette numérique pour essayer de moins déranger, on va dire, les personnes qui y habitent? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion maintenant que le projet est terminé? Alors, moi, maître d'ouvrage, j'ai pas trop d'influence là-dessus. Moi, c'est surtout le rendu de la maquette pour la future GEM, si vous voulez, gestion, exploitation, maintenance du bailleur. L'utilité du BIM pour l'architecte ou l'entreprise, ils pourront peut-être mieux vous en parler que moi. Alors, sur ce projet précis, comme on était sur une première opération ensemble sur le groupement de ce type, je vais dire qu'il n'a pas eu de valeur ajoutée sur l'aspect site occupé. Par contre, sur les prochaines opérations, ce qui est certain, c'est que notamment FH se dote d'un logiciel de suivi qui va permettre d'avoir à la fois les informations techniques et les informations de prise de rendez-vous en site occupé sur un même logiciel, ce qui va permettre là, pour le coup, d'avoir vraiment la synthèse sur un seul et même logiciel des aspects techniques. Donc ça va, je dirais, encore plus loin que le suivi de chantier, c'est aussi le suivi social qui va être sur un seul et même logiciel. Et là, vraiment, effectivement, il va y avoir un intérêt. Parce que souvent, quand même, les personnes peuvent se plaindre, Karim Anamic, quand il y a des travaux, alors même si c'est effectivement pour un bénéfice à moyen terme ou à long terme, mais globalement, on vient quand même chez eux, on peut faire de la poussière, du bruit, on entend souvent dire « Ah, vous ne m'avez pas prévenu ». Est-ce que là, le numérique peut aider à mieux prévenir, à mieux associer finalement les habitants à la démarche de rénovation ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, quand on fait la visite avant de travaux, donc les locataires, bien sûr, ils savent ce qu'on va faire chez eux. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais en fait, le souci, c'est on fait des visites, mais après, il y a des locataires qui déménagent et donc on a des nouveaux locataires. C'est là où, des fois, on trouve des soucis pour revoir ces locataires et leur repréciser ce qu'on doit faire exactement. Et donc, en tout ce qui est numérique, en fait, comme Madame Collin l'avait précisé, on a l'application avec laquelle on peut intégrer directement ce qu'on va faire comme travaux. Donc, le locataire, il peut nous appeler directement pour savoir plus d'informations s'il y avait un oubli, par exemple. Joanne Collin, vous, la gestion, donc, parce qu'on entend souvent le téléphone sonner quand il y a des projets de rénovation, comment ça s'est passé pendant les 4 ans? Super bien. Il y a même l'agence une fois qui est venue me demander si les travaux avaient bien commencé. Non, c'est pour vous dire que Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont eu lieu d'ailleurs? Oui. Non, c'est pour vous dire à quel point ça a bien été géré, cette relation locataire-là, gérée par l'entreprise, était super bien. Marion Vanet, si on revient donc à votre travail de votre côté, quels sont les conseils que vous donneriez dans ces articulations? Chacun à sa place, hein, évidemment, mais dans ce que vous en avez vu, vous, quels sont les conseils qu'on peut donner dans la façon de s'emparer du numérique? De bien prendre le temps, déjà, parce que c'est un temps non négligeable à prendre en compte, surtout à notre niveau. Nous, c'était notre premier projet BIM, donc il y a eu tout ce qui était formation, etc., investissement dans des nouveaux logiciels. On a vraiment pris le temps de faire la maquette test, de vraiment développer l'ensemble de la codification, l'ensemble des occurrences pour vraiment prendre en main le projet et pour que ça se passe bien pour les 22 bâtiments. Parce que c'est quand même un projet avec beaucoup de bâtiments, beaucoup de logements. Avec finalement des objectifs, vous m'aviez dit, Joanne Collin, qui ont été un peu dépassés par rapport à ce que vous envisagiez, notamment sur la question des salles de bain. Vous pensiez faire seulement une partie des salles de bain et finalement tout a pu être fait. Parce qu'en fait, le montant global des travaux est de 8 600 000 €.
On a eu quelques avenants, mais le dépassement global est de 1,68%, ce qui n'est pas énorme, et c'est souvent de l'amélioration, demande maîtrise d'ouvrage. C'est même pas l'entreprise qui a trouvé des problèmes. Deux petits points, ce qu'il a été évoqué tout à l'heure, les étiquettes énergétiques. Sur l'ensemble des 22 bâtiments, on passe quasiment pour tous de E à B, par cette démarche d'amélioration énergétique. On a traité également l'ensemble des portes palières, en plus des menuiseries extérieures et de l'ITE. Donc au niveau logement, on a bien amélioré et la ventilation a été reprise, les chaudières ont été changées. Et s'agissant des salles de bain, on avait indiqué à la consultation 70% de salles de bain à réaliser en BPU. Or, suite aux visites spécifiques et personnalisées, on s'est aperçu qu'il y a des locataires qui avaient refait des salles de bain, mais comme on voit dans des magazines des fois. Et donc, vous avez craqué avant. Du coup, en faisant les visites et au fur et à mesure, on s'est aperçu, en fait, on a géré 100% des salles de bain. Voilà, il y avait une bonne partie qui avait été faite et on a trouvé dans une autre ligne budgétaire qui s'appelle Andy 21 et qui permettait à des gens via un médecin d'avoir un certificat médical pour adapter la salle de bain. Donc on a transformé, je crois, 34 salles de bain. On a enlevé les baignoires pour y mettre des douches. Voilà, ce qui nous a permis de maintenir dans notre parc des locataires qui seraient peut-être partis si on ne l'avait pas fait. Vous avez la compétence, vous, maintenant, pour prendre en main le bâtiment. Parce que, du coup, il faut peut-être s'équiper, il faut se former aussi, pour pouvoir gérer et assurer la maintenance, l'entretien du bâtiment. Ouais, alors, comme je vous l'ai dit, c'est une expérimentation. Mais ce qui nous amène, Mosellis, là, à déployer le BIM au sein de l'entreprise. Là, c'était la première démarche. Donc, on démarre dès la semaine prochaine avec un AMO BIM. Objectif, c'est définir la stratégie à déployer au sein de l'entreprise d'ici la fin février. Et à côté de ça, on a relancé un contrat cadre diagnostic amiante, mais avec un diagnostiqueur qui fait de la numérisation de bâtiments. C'est-à-dire qu'on lui a demandé, là, les 3 ans qui viennent, à chaque fois qu'on va lui demander d'aller faire un diagnostic amiante dans un logement, c'est de nous le numériser. Voilà, donc à terme, sur 3 ans, on va faire 1200 logements. Là, on vient d'avoir 22 bâtiments, on a 1234 bâtiments en tout. Il y a encore pas mal à faire. Ça, c'est pour l'avenir. Et sur le bâtiment, enfin, sur les 22 bâtiments spécifiques du projet qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce que vous avez comme information? Quelles sont les clés à votre disposition pour les gérer? Qu'est-ce que vous avez vraiment... Alors, je sais qu'il y a une présentation de la plateforme Croquis après, et on est passé par la même, nous. Au départ du projet, il y a une convention qu'on a évoquée tout à l'heure, qui a été montée par le BIM Manager. Et pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, la notion de prestation intellectuelle a été clarifiée dans la convention. Jusqu'à la remise du DE, ça appartient aux gens qui fabriquent les maquettes. Le lendemain du rendu, c'est à moi. Voilà, ce qui me permet de garder la maquette, et dans 10 ans, une nouvelle réhabilitation, je pourrai fournir l'IFC au dossier de consultation, au futur maître d'œuvre qui... Voilà. Oui, mais entre maintenant et 10 ans, il va falloir peut-être faire quelque chose, donc quand même... Alors, là... Tous les éléments que je vous disais tout à l'heure qui sont indiqués dans la maquette, je peux aller cliquer via une visionneuse gratuite sur chaque élément et lancer l'ouverture des documents techniques de cet élément. Et je sais absolument tout, ses dimensions, son poids, qui l'a fabriqué, qui l'a monté. Après digitalisation complète du patrimoine et rentrer toutes ces données de composants, c'est bien sûr de sortir un plan stratégique patrimonial, ce qui nous permettra d'avoir une grosse vision de tous les gros postes travaux à faire et puis de provisionner l'argent en conséquence. C'est-à-dire que si jamais il y a un incendie dans un appartement, vous savez par quelle référence il faut remplacer les fenêtres. Voilà. Un autre aspect, c'est l'aspect utilisation BIM par l'agence via la visionneuse. C'est-à-dire, je me souviens, je crois que c'est OPH 68 là, qui avait déjà développé le BIM, et en fait, ils avaient réduit de 20% les visites sur site pour les futurs locataires. Ils arrivaient même à signer des prévôts en agence, puisqu'on pouvait présenter via la maquette les logements vacants, les quartiers, présenter par un code couleur ceux qui étaient accessibles handicapés, et ainsi de suite. Donc nous, c'est un peu l'objectif. Et pour les responsables de secteur et gérants d'immeubles, dans le cadre des états des lieux de sortie, s'il y a un composant abîmé, on peut tout de suite lancer le banc de travaux via une tablette, en fait. Voilà, donc il y a plein de choses à développer et à mettre en place les années qui viennent. Karima Namik, qu'est-ce que ça vous a appris, ce projet? Qu'est-ce que vous avez retenu comme enseignement de cette opération? Ce qui était pour moi en fait le plus
important, c'est la première maquette qu'on a rédigée comme exemple. Ça veut dire la maquette le modèle qu'on va suivre pour les autres maquettes. Donc c'est pour ça en fait, pour la première maquette, certes, ça nous a pris pas mal de temps pour comprendre qui fait quoi, qui doit en fait rédiger ça, qui doit en fait communiquer tous les éléments nécessaires pour l'alimentation de la maquette aussi, de la maquette numérique. Et donc, avec cet exemple qu'on a rédigé, par la suite, c'était vraiment fluide pour les 22 bâtiments qui restaient, et donc pour les 22 maquettes qui suivaient. Ce qu'il a fallu, c'est travailler très bien la première maquette pour être sûr. Voilà, c'est vrai qu'après, on allait être sur un travail un peu de duplication. Il ne fallait pas partir sur de mauvaises bases, quoi, oublier des choses. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est en fait les tâches pour chaque membre du groupement. Ça aussi, pour la première maquette, ça nous a permis de préciser et de voir clair en fait la tâche pour chacun d'entre nous, ce qui était malheureusement pas très précis sur la convention du BIM. Donc des fois, on était obligé de faire des demandes à notre archi ou à notre bureau d'études qui n'étaient pas normalement Alors justement, peut-être un focus sur ce qui a mal marché, parce que finalement, là, on décrit, mais c'est très bien, d'ailleurs, on est quand même content. Un projet qui s'est très bien déroulé en 4 ans, malgré le Covid, sans augmentation de tarifs, avec finalement des performances thermiques qui vont être améliorées, etc. Qu'est-ce qui a été compliqué? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé Karim Anami, ou Marion Laheurte, ou Joanne Collin, c'est vous qui commandez. Oui, je vais commencer, parce qu'en fait, ce qui s'est mal passé, ça vient du maître d'ouvrage. Ça vient de vous? Oui. Vous êtes une sorte de mea culpa aujourd'hui en public. Je salue la naissance à venir. Je salue la naissance à venir d'Aurélie, bébé tant attendu des maîtres d'ouvrage, parce que en fait notre charte était assez faible. Voilà. C'est qu'en fait les préconisations de départ n'étaient pas assez construites. Oui, ce qui a fait perdre pas mal de temps à un moment donné du projet. La maquette qu'on va réceptionner, nous, il faut qu'on puisse en extraire des données et l'injecter dans notre logiciel patrimonial. Et en fait, ils se parlent pas forcément super bien. Et n'ayant, nous, avec notre service informatique déjà mal défini, nos codes composants, enfin un numéro de module d'un logement, nous, ça fait 14 numéros en fait. Il y a commune, ensemble, rue, étage, numéro de logement et ainsi de suite. Enfin, ça fait 14 numéros. Et dans chaque numéro de module, il y a un code composant. La fenêtre de tel logement, c'est pas la fenêtre du logement d'à côté. Et donc en fait, comme on a mal défini, nous, notre besoin et ce qu'on en attendait au départ, on a fait un peu perdre de temps aux autres. Donc il faut s'aligner, il faut en tout cas bien préparer son dossier et savoir quoi demander précisément. Mais c'est jamais parfait, cela dit, c'est quand même souvent issu du dialogue avec les personnes qui vont faire. Exactement, d'où je répète, on était bien dans le cadre d'une expérimentation, avec ses écueils et puis ses réussites. Et là, pour nous, il faudra effectivement pouvoir conseiller les commanditaires, c'est-à-dire avoir des conseils pour mieux construire les dossiers et les demandes finalement qu'on fait aux entreprises. C'est ça, d'où la MOBIM qui arrive la semaine prochaine, qui va nous permettre de mettre ça en place pour les futures consultations. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques de votre part? Oui, madame, vous vouliez intervenir. Un micro vous parvient et je vous demanderai, comme pour les autres intervenants ou intervenantes, de vous lever et éventuellement de vous présenter. Donc, Constance Caglino, moi je suis à MOBIM au sein du groupe Cardam et j'avais une question parce que vous parlez de rénovation. Je voulais savoir si vous étiez parti en fait d'une maquette BIM existant de base ou pas du tout. Et autre question après, vous parlez aussi d'outils d'exploitation. Je voulais savoir si vous l'aviez déjà et quel était l'outil que vous utilisez. Non, il n'y avait rien du tout. Donc on a numérisé l'ensemble du patrimoine. Ce qui a été fait, c'est qu'on a 2 phases de construction sur les maquettes. On a la construction de l'existant, donc qui est c'est la même maquette, mais qui est une partie bien définie. Par contre, ce qu'on a renseigné systématiquement et tous les composants qui ont été renseignés sont les composants neufs, c'est-à-dire les porte-palières qu'on a renseignés, les performances sont dessus. Mais ce qu'on n'a pas changé, c'est indiqué comme la phase de l'existant et c'est neutre, sans renseignement. Joanne Collin, alors, pour ce qui est de l'outil après de gestion Non, déjà à la base, on a dû rechercher dans nos boîtes à archives en fait, les plans papier. Et vous les avez retrouvés ou pas? Je vous pose la question parce que c'est assez fréquent qu'on les retrouve pas. C'est dur, Moselis, 1949, vous imaginez 1949, 12 000 logements de DOE, de papier. Ça a pris un sacré bout de temps à retrouver toutes les boîtes et à transmettre tous les plans. Et s'agissant des logiciels, on va développer ça les mois qui viennent, dès qu'on aura finalisé la démarche avec l'AMO.
Vous avez déjà acheté un ordinateur, vous m'avez dit, là? Il m'en a bien fallu un pour s'occuper de ça. Ouais, oui. donc il faut un ordinateur puissant un petit peu, c'est ça qui est un peu la... Oui, parce qu'il y a un des sites quand même, il y a quoi? Il y a 11 bâtiments sur le site 5, et donc il fallait déjà un truc assez puissant parce que déjà intégrer une seule maquette, ça prend pas mal de puissance à l'ordi. Alors 11, mais ça marche correctement. Et compliqué de prise en main, ou vous avez trouvé ça assez facile Bah non, pas du tout. Mais bon, moi je dessinais déjà en imagerie il y a 25 ans. Alors c'est pas un truc. Il est super intuitif le truc, je trouve. La visionneuse, une petite formation de 4 heures et vous savez accéder aux infos dont vous avez besoin. Il faut bien faire la différence entre le logiciel qui nous sert nous à dessiner, qui là pour le coup est quand même un peu complexe à digérer. L'agence, il a fallu 2 ans pour le digérer. Et la visionneuse qui, pour le coup, effectivement, celle qu'on a utilisée là, elle est super intuitive, et c'est vrai qu'une personne qui n'est pas très à l'aise avec l'informatique, elle y arrive quand même. Donc ça veut dire, sans faire de promotion excessive, qu'il y a des outils aujourd'hui assez mûrs et assez faciles d'usage. On peut se baser là-dessus. Est-ce qu'on avait répondu aux questions? Oui, je crois. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que vous vouliez intervenir pour certains éclairages? Oui. Bonjour à tous, Tony Cazé du Foyer Rémois, bailleur social à Reims. J'avais 2 questions. La première, quels sont les cas d'usage BIM que vous avez retenus pour le chantier? Alors j'ai compris qu'il y avait un cas d'usage sur les études thermiques. Et la deuxième, c'est quelles sont les données que vous allez numériser via le diagnostiqueur? Est-ce que vous allez numériser nécessairement la 3D, des données économiques sur les composants que vous avez dans les logements? Et quels composants vous allez numériser systématiquement? Merci. Marion Laheurte. Alors, sur ce qui a été retenu, je ne les ai pas tous en mémoire, mais il y avait le fait de pouvoir communiquer via la maquette, donc que ça puisse servir effectivement aux bailleurs pour communiquer sur la réhabilitation qui était en cours. Le fait de ressortir des nomenclatures et des quantitatifs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre de nomenclatures qui sont préfaites sur les logiciels qu'on a utilisés, qui permettent d'extraire notamment les quantités de fenêtres. Parce que, Karima, si tu l'as en tête, je ne sais plus combien il y avait de fenêtres sur le site, mais c'est énorme. Et tout est nomenclaturé au niveau des fenêtres. Voilà, il y a des métrés qui sont préfaits que peut réutiliser le maître d'ouvrage après coup à partir de la maquette. Il y a effectivement l'aspect thermique, donc on a utilisé effectivement la maquette pour faire directement depuis la maquette les études thermiques. Et puis j'en oublie peut-être, si vous en avez en tête, vous autres. Le fait, voilà. Alors au niveau des clashs, c'était moins utile parce qu'on est sur une réhabilitation thermique avec des bâtiments assez simples. Donc sur effectivement les tuyaux de chauffage et de VMC, ça nous a servi pour les modéliser sur la maquette, les positionner sur les couvertures, etc. Mais disons que c'était moins, par rapport au projet précédent, c'est sûr que la détection de clash, elle était moins intense, entre guillemets. Sur le deuxième aspect de votre pour la question. deuxième question, le diagnostiqueur, en fait, on lui a demandé de nous répondre en LOD 350. Et spécifiquement, on veut juste les équipements chauffage et sanitaire, en fait. Les murs, sol, plafond, évidemment. Et on lui a demandé d'intégrer, bien sûr, la présence d'amiante, puisque l'objet du contrat, c'est de diagnostiquer l'amiante. Et on lui a demandé donc, pour chaque module, de nous l'indiquer là où il l'avait trouvé. Marion Collin-Laheurte, pour parler de votre travail et du BIM, on voit qu'il n'y a quand même pas tant que ça de projets BIM dans le Grand Est. Alors, il y en a peut-être plus qu'auparavant. Vos prochains dossiers et l'intervention du BIM se fait comment sur les prochains dossiers? Alors, nous, à l'agence, on avait ce projet-là et on en a un autre en cours, un projet de neuf pour un autre bailleur social. C'est un petit projet sur lequel, effectivement, le bailleur a voulu aussi expérimenter la démarche. Donc, on est dans un cas complètement différent de 17 logements. Donc, c'est une petite opération avec des corps d'État séparés. Donc là, on est en phase chantier et on est surpris de l'implication des entreprises et de l'intérêt des entreprises pour le sujet. On pensait, parce qu'on n'a pas mis d'obligation, donc c'est-à-dire que c'est nous qui allons gérer le BIM pour les entreprises en phase DOE. Mais effectivement, en fait, il y a des entreprises qui sont prêtes. Les entreprises de menuiserie extérieure, de menuiserie intérieure, elles travaillent déjà avec des logiciels qui font les profils en 3D. L'entreprise de plâtrerie aussi utilise un logiciel qui lui permettra d'intervenir sur la maquette. Le charpentier bois
va le faire. Donc en fait, on était parti en se disant on verra un peu ce que ça donnera sur le chantier, et on est surpris de l'intérêt des entreprises. Donc voilà, je vous invite tous les entrepreneurs dans la salle à vous intéresser au sujet, parce que finalement, en travaillant de concert ensemble, on y arrive. Eh bien, écoutez, merci, on peut vous applaudir. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour le projet Mosellis.